Alors, bonsoir à tous et bienvenue. Je vous remercie de vous être connectés. Alors, je suis Mohamed Sadouni, je suis responsable d'application clinique chez General Electric Healthcare sur l'Afrique francophone. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir, et je l'en remercie, d'avoir Dr Boudiaf, endocrinologue échographiste, qui nous parlera aujourd'hui du diagnostic topographique des adénomes parathyroïdiens par échographie interventionnelle et leur confirmation par PTH in situ. Je vous remercie encore de vous être connectés. Sans plus tarder, je passe la main au docteur Boudiaf pour sa présentation. Merci Sadon. Bonsoir à tous, ravi de vous revoir pour une nouvelle session, pour une nouvelle présentation et pas loin de la thyroïde. Cette fois-ci, on va parler de la parathyroïde, comment détecter les adénomes parathyroïdiens par échographie, comment peut-on compléter l'examen échographique afin de confirmer le diagnostic. On va aborder précisément la ponction écho-guidée dans le but de doser la PTH in situ au sein de l'adénome parathyroïdien. Et c'est parti. On parlera d'abord des moyens de localisation d'une manière générale de l'adénome parathyroïdien, leur sensibilité, faisabilité sur le plan pratique, les particularités de l'échographie parathyroïdienne, et puis on rentre dans le vif du sujet avec la technique et les résultats du geste attendu de la ponction avec lavage de PTH. Et on va essayer à la fin de vous convaincre de la fiabilité du geste sous forme de quelques cas cliniques. Toutes les images présentées le long de cette présentation proviennent en fait de notre travail réel. Comme introduction, comme vous le savez, l'hyperparathyroïdie est assez fréquente. C'est la troisième pathologie endocrinienne. Plus on avance dans l'âge, plus elle est fréquente. Elle est surtout fréquente après l'âge de 50 ans. Actuellement, sa découverte est beaucoup plus elle est fortuite. On parle d'incidents talents biologiques parce qu'on fait pratiquement plus de bilans biologiques actuellement qu'auparavant. Donc, plus on fait de bilans, plus on découvre l'hyperparathyroïdie. Ça reste le premier mode de révélation de l'hyperparathyroïdie primaire. Mais non seulement ça, on parle aussi de l'incident talent à l'échographie. Donc, plus on fait d'échographie, plus on tombe sur des incidents talents, sur des authentiques, c'est-à-dire adénomes parathyroïdiens. Il faut le dire que, je ne sais pas, pour 20 malades, en faisant l'échographie thyroïdienne, si on ne tombe pas sur un adénome, si on n'évoque pas un adénome parathyroïdien, et il faut se poser la question. La décision de son traitement, du traitement de l'adénome, de l'hyperpara, pardon, a été codifiée en fait par des consensus internationaux, donc les indications opératoires sont très claires maintenant. Comme un petit rappel sur les adénomes parathyroïdiens, leur localisation est expliquée par en fait l'embryologie. Embryologiquement, ils dérivent des troisième et quatrième fentes bronchiales de la poche endodermique. Il y a deux glandes supérieures au contact et en arrière du pôle supérieur de la thyroïde et deux glandes inférieures au contact ou à distance de la partie inférieure ou moyenne du lobe thyroïdien. Donc, pour les supérieurs, on va les P4 et pour les inférieurs, on va les appeler les P3. Donc, on a des P4 de part et d'autre, donc droite et gauche, et des P3 droite et gauche. La parathyroïdectomie limitée aux glandes hyperfonctionnelles, hypersécrétantes, reste le seul traitement curatif de l'hyperparathyroïdie. En fait, avant de parler du traitement chirurgical, de l'ablation, il faut bien localiser l'adénome parathyroïdien. Et c'est pour cela on dit qu'un bilan préopératoire de localisation doit être réalisé afin de détecter, caractériser et localiser l'adénome, notamment lorsqu'une chirurgie sélective est possible.
Même en cas de chirurgie conventionnelle, le bilan opératoire de localisation serait optionnel, mais permettrait néanmoins de mieux planifier, optimiser le geste chirurgical et à entreprendre pour limiter le risque d'échec thérapeutique. Donc, dans toutes les situations, pratiquement, c'est bien de localiser l'adénome parathyroïdien avant d'aller à la chirurgie. Non seulement avant de le localiser, l'hyperparathyroïdie, elle doit être formelle, c'est-à-dire le diagnostic de l'hyperpara doit être posé. Vous savez que l'hyperparathyroïdie, son diagnostic, il est biologique, il faut bien la caractériser, est-ce qu'elle est primaire, secondaire ou tertiaire, dans tous les cas. Et puis, il faut préciser son caractère familial ou sporadique. Le bilan d'imagerie préopératoire n'a pas vocation à confirmer un diagnostic biologiquement incertain. Donc, il faut toujours passer par le diagnostic de certitude biologique avant d'aller à la localisation topographique. Le bilan d'imagerie, il permet de guider et d'optimiser le geste chirurgical à venir. C'est ça le but de la localisation de l'adénome parathyroïdien, quel que soit le type de l'imagerie. En préambule, il est rappelé que les parathyroïdes saines, enfin, ils ne sont pas visibles sur aucun moyen d'imagerie, y compris l'échographie. Une glande hyperfonctionnelle peut ne pas être vue à l'imagerie par manque de sensibilité de l'examen. On va parler, détailler un peu les sensibilités de chaque examen. La stratégie standard de référence reste le couple de confirmation, reste le couple échographie et scintigraphie ou systamibie. On combine habituellement deux méthodes, une méthode dite anatomique, donc comme l'échographie qui reste l'examen de première intention, et une deuxième méthode, ça sera fonctionnel, et généralement on parle de la scintigraphie à la MIBI, à la systamie. Le bilan préopératoire pourrait s'appuyer en complément d'une échographie cervicale systématique sur l'utilisation du scanner injecté en coupe fine, utilisant un protocole bien précis, un protocole dynamique d'acquisition des images et ce qu'on appelle le scanner 4D. C'est-à-dire il trouve son intérêt dans les atteintes multiglandulaires beaucoup plus, ou de l'IRM qui reste un examen coûteux par rapport au scanner, si ce dernier, bien sûr, il n'est pas contre-indiqué. Pour le PET, certes, pour le PET scan, certes, la résolution est meilleure, mais même s'il est disponible, ça reste un examen qui n'est pas assez accessible pour explorer les parathyroïdes. On peut ne pas détecter l'adénome parathyroïdien à l'échographie, surtout après, à cause des adhérences après une cervicotomie, mais non seulement ça, il faut savoir qu'il y a d'autres facteurs. S'ils coexistent, ils vont empêcher l'échographie à détecter convenablement l'adénome parathyroïdien. Ces situations peuvent citer l'obésité, plus on a un panicule graisseux, plus l'examen devient difficile, les goitres volumineux et plongeants, les thyroïdites assez évolutifs, des nodules thyroïdiens, ils peuvent prêter confusion avec l'adénome parathyroïdien ou les ganglions cervicaux, notamment les ganglions rétrothyroïdiens. Donc, toute cette chaîne récurrentielle va poser problème par rapport au diagnostic de l'adénome parathyroïdien. Ça va donner un faux positif. Par contre, comme on l'avait dit, un antécédent de chirurgie cervicale peut cacher un adénome parathyroïdien et ça va donner un faux négatif. Et donc, on peut dire que pour les situations, c'est-à-dire là où c'est difficile de diagnostiquer un adénome parathyroïdien, c'est quand il s'agit d'un nodule thyroïdien modérément hypoéchogène, voire hypoéchogène. Donc, on va le classer tout simplement un Euthyroid 4 ou un Euthyroid 5 parfois, quand il se positionne en postérieur. Sa position très postérieure va prêter confusion avec l'adénome parathyroïdien enchâssé dans la thyroïde. Donc, toute formation qui vraiment, soit elle est en contact avec le mur de la thyroïde, soit elle est rétrothyroïdienne, comme c'est le cas de ce ganglion physiologique peu structuré. À ce niveau-là, c'est un ganglion rétrothyroïdien, il va prêter confusion
avec les P4 rétro-apicales. C'est les adénomes parathyroïdiens qui se trouvent derrière la thyroïde en position un peu haute. Et donc, c'est une situation de diagnostic différentiel. Comme vous voyez sur cette illustration, en haut, c'est un nodule thyroïdien. C'est un nodule thyroïdien qu'on peut enfin l'attacher, ce signe accessoire d'un halo plus épais par endroit. Ça reste un nodule qui mérite une cytoponction. C'est un nodule postérieur et la cytoponction avait bien posé le diagnostic de carcinome papillaire. Sur la même illustration en bas, vous voyez que pratiquement c'est un cas similaire avec un nodule postérieur. Il est bien intrathyroïdien, vous voyez la capsule thyroïdienne. Ce nodule a été pris pour cette formation, ça a été pris pour un nodule thyroïdien pendant des années et ça a été même ponctionné avec un résultat de Bethesda-2. Mais il s'avérait que c'est un patient qui présentait une hyperparathyroïdie avec une imagerie négative. Donc, jusque-là, la scintigraphie était négative. Et en fait, il s'agissait d'un adénome parathyroïdien et le diagnostic a été fait grâce au dosage de la PTH in situ au sein de cette formation. Et donc, finalement, son hyperparathyroïdie est liée à cette formation qui mimait en fait un nodule thyroïdien postérieur. Par contre, dans ce cas clinique, vous voyez qu'on est parti d'une hyperparathyroïdie, mais à la fin, en fait, ce n'était pas une hyperparathyroïdie confirmée primaire. C'est pour cela on disait au début qu'il faut bien confirmer biologiquement le diagnostic d'hyperpara avant d'aller demander des examens complémentaires. À ce moment-là, mais avant de bien, c'est-à-dire poser le bon diagnostic, une scintigraphie a été faite et ça est déjà fixé sur une image que vous voyez là. C'est une image intrathyroïdienne postérieure. Pour nous, c'était typiquement un nodule thyroïdien. Enfin, c'était un mixte, mais pour nous, c'était un nodule thyroïdien, vascularisation périphérique. Et la PTH in situ était négative avec une cytologie bénigne, infirmant cette fixation, cette fausse fixation à la scintigraphie. Et pratiquement, quand on a refait le bilan biologique, c'était tout simplement une hyperparasecondaire qui a bien répondu à la substitution de la vitamine D, la PTH sanguine, est passée de 120 à 44, tout simplement après 4 ampoules de vitamine D. Autre situation où c'est vraiment difficile de faire la part des choses entre ces formations, ces petites formations sous-polaires, quand il s'agit d'une formation sous le pôle thyroïdien. On doit évoquer d'abord le diagnostic de ganglion récurrentiel parce que c'est son siège, c'est son endroit, mais les P3 peuvent siéger à ce niveau-là, comme vous voyez sur ce cas clinique, dans un contexte d'hyperparathyroïdie, hypercalcémique. La scintigraphie était négative, mais on comprend que c'était vraiment une formation de petite taille, ce qui limite la fiabilité de la scintigraphie. C'est grâce à la PTH in situ qui est revenue à 4800 on regarde un taux à 280 sur le plan plasmatique avec un rapport très élevé. Et grâce à ça, on a bien orienté le chirurgien qui nous montre ici que il s'agit plutôt d'un adénome parathyroïdien. Il est allé, c'est-à-dire à l'ablation, grâce à la confirmation, grâce à la certitude du diagnostic, grâce à la ponction in situ. On va parler de la scintigraphie comme ça reste un examen habituel à faire, c'est-à-dire en couple avec l'échographie. La scintigraphie confirme la nature parathyroïdienne, que ce soit sa nature parathyroïdienne et pathologique, une fois on la suspecte et détecte les glandes parathyroïdes pathologiques eutopiques ou ectopiques non vues à l'échographie. Donc, ça reste un examen fonctionnel qui va confirmer l'intuition à l'échographie. Mais vous voyez là que sa sensibilité, elle est variable selon les études. On est pratiquement à un chiffre qui passe de 60 à 90, mais on peut dire qu'on peut louper, c'est-à-dire ne pas avoir une scintigraphie positive dans près de 40%, et ça reste énorme. Beaucoup de faux
positifs sont possibles, les nodes thyroïdiens, que ce soit froid ou chaud. Les JMN, les maladies inflammatoires, la sarcoïdose, le ganglion peut fixer et même les métastases peuvent fixer le traceur. Comme faux négatif, quand il s'agit de petits adénomes, comme on a vu sur le cas précédent, on peut avoir une scintigraphie négative alors que l'adénome est bien là. Alors, la sensibilité de la scintigraphie à l'amébie reste pratiquement dans les études, toutes les études restent modestes. Il peut améliorer par le couplage du SPECT-CT. Donc, on va coupler le SPECT-CT avec la scintigraphie pour améliorer la sensibilité. Cet outil est disponible dans notre pratique, mais très peu de centres en disposent. Ici, on parle du PET scan qui est toujours en cours d'évaluation. Cet examen est non accessible à notre niveau pour la pathologie parathyroïdienne. Comme vous voyez là, il s'agit d'une grosse, c'est-à-dire méta-analyse rétrospective. Et dans cette série, il vous montre ici que ça a bien fixé au PET choline. Au PET choline, ça a bien fixé au niveau thoracique dans un contexte d'hyperpara, mais à la fin, après chirurgie, il s'agissait d'un ganglion. Donc, c'était une fausse fixation à la PET choline, malgré que, comme vous le savez, il s'agit d'un examen assez avancé. Malheureusement, comme vous le savez, le mariage n'aboutit pas toujours à des enfants et ce qu'on appelle un couple stérile, c'est le couple échographie-scintigraphie peut ne pas être concluant, ce qui peut éventuellement conduire à la réalisation d'une chirurgie d'exploration des 4 glandes. Déjà, c'est-à-dire bon argument qui nous pousse à chercher d'autres moyens, d'autres alternatives avant d'aller au ciel ouvert. TDM, ça reste un examen irradiant avec un protocole bien précis. L'IRM reste un examen coûteux, pas assez accessible, mais vraiment, ce n'est pas l'examen idéal pour chercher les petits adénomes parathyroïdiens. PET choline aussi, comme vous le savez, n'est pas accessible à notre niveau. Et c'est pour cela qu'on a choisi cette technique de cytoponction, comme vous allez voir, assez accessible, avec un dosage in situ de la PTH. Il y a déjà 10 ans que certaines sociétés savantes, comme vous le savez, comme vous voyez ici, ils ont clairement recommandé la PTH in situ éco-guidée en deuxième ligne en cas de désordre dans le couple graphie-scintigraphie. Donc, c'était vraiment l'issue pour faire le point. Et pour les chirurgiens endocriniens de la Société savante des chirurgiens européens, ils ont clairement recommandé la cytoponction écho-guidée avec dosage de PTH in situ en cas de doute sur une image échographique avant d'aller, c'est-à-dire réouvrir le patient, il faut bien avoir un examen de certitude à 100%. Donc la PTH in situ, c'est vrai que c'est un examen récent, mais il y a 10 ans déjà qu'on recommande ce geste. Et même récemment, la Société de médecine nucléaire, donc, les médecins nucléaires disent clairement qu'on peut utiliser la PTH in situ pour confirmer le diagnostic d'hyperparathyroïdie. Elle est recommandée dans certaines situations. On va voir ces situations où on recommande parfaitement cette technique. Comme matériel, c'est quelque chose de simple en fait. On va utiliser un échographe avec idéalement 2 sondes. On va utiliser beaucoup plus la sonde linéaire. On ne va pas dire haute fréquence ici parce qu'il ne s'agit pas de l'examen de la thyroïde, mais plutôt de quelque chose qui est profond, de postérieur. Donc, on va utiliser une fréquence relativement basse par rapport à l'examen de la thyroïde. On va utiliser, on va dire, une fréquence allant de 6 à 10 MHz. Et l'idéal, c'est d'avoir une deuxième sonde microconvexe afin de détecter les adénomes plus profonds et voire même qui siègent, les adénomes qui siégeant au niveau du médiastin antérieur.
L'hyperextension du patient améliore considérablement la qualité de l'image. On va un peu mettre le patient dans l'inconfort, si vous voulez dire, en utilisant une sonde, on va dire, d'une fréquence aux alentours de 10 MHz avec un décubitus dorsal tête en hyperextension. L'exploration du médiastin supérieur en s'aidant de la déglutition aller jusqu'au tronc brachiocéphalique ou à la crosse de l'aorte. Des manœuvres de rotation sont nécessaires parfois, des manœuvres de rotation de la tête, je précise, et parfois même de compression afin de détecter quelques adénomes difficiles à voir à l'examen direct. Ici, dans ce cas clinique, on montre en fait dans un contexte d'hyperparathyroïdie, vous allez voir que en fait, c'était des PTH franchement élevés. Le diagnostic est certain d'hyperparathyroïdie. Vous allez voir que les échographies antérieures, il y a une fausse fixation à droite de la scintigraphie MIBI de la fixation à droite de la scintigraphie MIBI c'est-à-dire dans un centre d'imagerie, n'a pas abouti au diagnostic, mais on va juste dire que tout simplement, c'était grâce aux manœuvres de rotation qu'on a pu détecter cet adénome. Il s'agissait des mêmes malades, du même côté, en même temps et par le même opérateur en utilisant le même échographe avec le même transducteur. Donc, on a utilisé la même sonde et on a même resté sur la même PRF Doppler. Vous voyez que une simple rotation de la tête avait démasqué un grand adénome parathyroïdien non visible sur l'image en haut et bien visible sur l'image en bas, pardon, après avoir, c'est-à-dire établi la manœuvre, la rotation de la tête. Comme vous le savez, comme on utilise pratiquement les mêmes techniques d'examen pour l'examen de la thyroïde, la compensation en profondeur, la manipulation de la focale, ça permet de régler la compensation en profondeur, ça permet de régler le gain en profondeur, c'est-à-dire en ciblant la zone qu'on souhaite explorer. On peut renforcer le gain en profondeur quand on veut explorer, par exemple, un nodule très postérieur, voire même rétrothyroïdien, ou lors de l'exploration des loges parathyroïdiennes. Sinon, pour la thyroïde, on laisse les curseurs alignés comme tel. L'adénome parathyroïdien, dans son aspect typique, c'est un nodule, c'est une formation hypoéchogène, parfois même fortement hypoéchogène. Parfois, elle est anéchogène quand elle est kystique. Elle est ovale, grand axe crânio-caudal, et c'est ce qu'on appelle des formations oblongues. Ils sont localisés en contact du bord postérieur du lobe thyroïdien. Ils sont souvent séparés par un liseré échogène. C'est une interface brillante qui va séparer la thyroïde de l'adénome parathyroïdien. L'aspect est le même pour les hyperplasies ou exceptionnellement les carcinomes. Donc, comme vous voyez, généralement, c'est des formations qui semblent bien enchâssées dans le mur postérieur de la thyroïde, dans la paroi postérieure de la thyroïde. Ils sont souvent vasculaires, parfois ils sont de petite taille. Et à ce niveau-là, quand il s'agit d'un goitre qui est en place, on ne peut pas vraiment les détecter par des sondes linéaires. Il faut utiliser bien la sonde microconvexe pour les détecter et surtout ne pas hésiter à faire un balayage de haut en bas en analysant les P4. Vous voyez que pratiquement toutes ces P4, tous ces adénomes rétrothyroïdiens polaires supérieurs ont été échappés à l'examen initial fait en externe par des opérateurs. Et parfois, ils sont pris pour des muscles ou des ganglions rétrothyroïdiens, mais il s'agit bien d'un adénome parathyroïdien rétropolaire supérieur.
Pour les P3 sont souvent inférieurs, ils sont réthyroïdiens, ils sont un peu postérieurs. Parfois, ils sont antérieurs, sous-polaires, c'est-à-dire on peut trouver des P3 qui siègent derrière la thyroïde et parfois ils sont bien tout en bas, sous le pôle thyroïdien, assez accessibles à la ponction. Souvent, ils sont de petite taille. Donc, les P3 utopiques, ils vont poser beaucoup plus un diagnostic différentiel avec les ganglions récurrentiels, surtout quand ils sont de petite taille. À ce niveau-là, c'est vraiment l'intérêt du Doppler qui va faire la différence entre un glion physiologique et un adénome parathyroïdien à ce siège-là, à cette localisation sous-polaire, sous-thyroïdienne inférieure. L'adénome parathyroïdien, dans le mode Doppler, c'est quelque chose qui est hypervasculaire. On arrive parfois à détecter l'artère nourricière qui est assez pathognomonique de l'adénome parathyroïdien, mais il faut savoir que l'adénome parathyroïdien est souvent hypervasculaire. Et pour ne pas se tromper, je vous ai mis sur cette plaque le même adénome parathyroïdien en précisant qu'à PRF élevé, à 3,5 kHz. Ici, vous voyez que la formation elle est pratiquement légèrement vasculaire. On peut dire même que peut-être c'est un ganglion à vascularisation centrale hilaire, mais vous voyez qu'en passant d'une PRF à 3,5 à une PRF aux alentours de 1,08 kHz, c'est vraiment autre chose sur le plan Doppler. C'est une formation à vascularisation anarchique, elle est richement vasculaire, et c'était un adénome parathyroïdien à l'anapathe. Je rappelle que toutes ces images ont été opérées, on a la confirmation anatomopathologique de leur nature. Il s'agit d'adénome parathyroïdien. Parfois, on va s'amuser un peu à rechercher cette petite artériole, c'est ce qu'on appelle l'artère nourricière, qui provient souvent de l'artère thyroïdienne inférieure. C'est un signe pathognomonique qui va faire vraiment le point entre un ganglion récurrentiel et un petit adénome de siège P3 polaire inférieur. Alors, en dehors de la sonde, c'est-à-dire la sonde linéaire, à une fréquence moyenne, on n'a pas besoin d'aller, c'est-à-dire plus haut, 10, 12 MHz, c'est assez suffisant pour détecter les adénomes rétrothyroïdiens en P4 ou rétrothyroïdiens inférieurs, les P3 ou bien les polaires inférieurs. Mais parfois, on est amené à utiliser une sonde microconvexe, que ce soit l'endocavitaire ou la microconvexe que je vous ai montré au début de la présentation, puisque tout simplement, parfois les adénomes ne sont pas eutopiques, ils sont tictopiques. Selon les séries, on parle de 2 à 16% au niveau de coût et parfois dans les 2 tiers des cas, c'est dans le cou et dans un tiers des cas dans le médiastin antérieur. Et à ce siège-là, c'est vraiment l'intérêt d'utiliser une sonde microconvexe à basse fréquence. Comme limite de l'échographie, vous savez qu'on a parlé de tout ce qui est examen difficile à cause de l'obésité, à cause de la thyroïdite, mais il faut savoir que à cause de la chirurgie aussi, hein, surtout la chirurgie. Mais il faut savoir que certaines positions cervicales, rétro-œsophagiennes, présentent une limite à l'échographie. Je n'arrivais pas à voir ce petit adénome de 1 cm chez ce gène-là de 43 ans. Dans l'adénome siégé en rétro-œsophagien, et c'était grâce au couple SPECT-CIT-MIBI qu'on a pu détecter ce petit adénome. Ça a été confirmé par la chirurgie. Pour ne pas dire qu'au niveau cervical, on va toujours voir l'adénome parathyroïdien. Oui, on va le voir, sauf s'il siège derrière l'œsophage. On arrive à
la confirmation de l'image par cytoponction éco-guidée avec dosage de la PTH au sein de l'adénome, c'est ce qu'on appelle PTH washout ou PTH in situ. On va parler du matériel, technique, précautions, difficultés, et à la fin, on va parler un peu des complications. Comme matériel, on va utiliser exclusivement des aiguilles très fines 27G. On a deux types sur le plan pratique. On va utiliser pour les adénomes qui ne sont pas profonds des 27G à 4 cm. Et quand il s'agit des adénomes profonds, on va utiliser cette aiguille à presque 9 cm à 88 mm et qui est mondrinée, mais qui reste trop fine à 27G. Du type sec pour le laboratoire et puis le matériel pour la sepsie. La technique consiste à faire des ponctions avec un seul passage de préférence. Il s'agit d'un organe assez fragile. Il ne faut jamais atteindre la paroi postérieure de l'appareil thyroïde. Donc, c'est pratiquement 3 coups secondes avec au total un geste qui va durer quelques secondes. On peut dire que c'est un geste vraiment de maximum de 10 secondes. On va doser la PTH in au niveau sanguin et au niveau de l'image, désormais l'adénome parathyroïdien. Et on va calculer le rapport PTH in situ sur PTH plasmatique et on va exiger un rapport supérieur à 2 afin de retenir le diagnostic d'adénome parathyroïdien. Utiliser une aiguille mondranée ou pas, enfin, ça ne fait pas vraiment une différence. Quand il s'agit d'une image rétrothyroïdienne, on va traverser forcément la thyroïde et même si on utilise une aiguille mondranée, on va contaminer l'aiguille, même s'il s'agit de T qui est vraiment détectable à 100, à 300. Par contre, quand il s'agit d'une aiguille sans mondrin, le taux de TG in situ, on va le trouver vraiment très, très accru, très, très, très élevé à 5 chiffres ou 6 chiffres. En fait, l'indication d'utiliser une aiguille mondrinée, c'est pour les nodules qui siègent vraiment sous la thyroïde, c'est-à-dire là où on peut ponctionner et éviter, en évitant la thyroïde afin de faire le point entre nodule appendu au pôle inférieur, un nodule de nature thyroïdienne, et un adénome parathyroïdien. À ce moment-là, on va accéder à la formation avec une aiguille mondranée, on enlève le mondrin et on dose la TG et la PTH in situ dedans pour faire la part des choses. Donc, tout simplement, il n'y a pas vraiment de différence entre l'utilisation ou non d'une aiguille, d'un mondrin, d'une aiguille mondrinée. À noter pour ces deux cliniques, l'AMIB était négatif avec des PTH in situ versus MIB, c'est le cas numéro 42 en fait. La TG in situ était à 122 nanogrammes. En traversant la thyroïde, comme je vous ai dit, on peut contaminer l'aiguille. Le faible taux de TG est lié au caractère mondriné de l'aiguille, puisque si on utilise une aiguille simple, on va avoir des chiffres vraiment très élevés de la TG. Et on a pu poser le diagnostic grâce au rapport PTH plasmatique, PTH in situ sur PTH plasmatique. Si on voit que l'adénome, il est rétrothyroïdien, mais il a une partie qui se dégage sous la thyroïde, on préfère ne pas léser la thyroïde et aller ponctionner en bas de la thyroïde l'adénome parathyroïdien. Comme précaution, un seul passage il est souhaitable. Parfois, dans certaines situations, on peut aller à deuxième passage. Le geste doit être rapide, quelques secondes. Parfois, pas nécessaire de voir le réservoir de l'aiguille se remplir. La compression post-geste, elle est pratiquement obligatoire avec un bandage compressif qui va durer 4 heures pour éviter en fait la chirurgie post-ponction. Même si on utilise des aiguilles fines, proscrire le geste si on suspecte la malignité en cas d'hypercalcémie maligne ou bien si on voit que vraiment il y a un contexte qui évoque la malignité, la ponction elle est à proscrire. Risque d'essaimage des cellules cancéreuses parathyroïdiennes. Comme la thyroïde, on peut ponctionner
les patients sous anti-agrégants plaquitaires, sous anticoagulants, si l'INR il est inférieur à 3 dans les 24 heures qui précèdent le geste. Donc, il n'y a pas de souci. En fait, on avait ponctionné beaucoup de malades sous Centron et on n'a pas eu de complications hémorragiques. On a exigé juste que l'INR soit bas. Une question qui mérite d'être posée, pourquoi la PTH in-situ? On va aborder ça sous forme de cas clinique. Je vais commencer par ce cas où vraiment c'est l'indication de la scintigraphie est limitée par la grossesse. Au cours d'une grossesse, on a hospitalisé cette patiente, cette jeune femme de 35 ans pour hypercalcémie maligne et on regarde une hyperpithyachimie et puisque la scintille est contre-indiquée devant la grossesse, il est indiscutable de proposer la pénicilline qui avait affirmé la nature parathyroïdienne de cette formation rétrothyroïdienne inférieure de 20 mm. C'était vraiment un gros adénome. Par ailleurs, il faut dire que quand on recherchait l'adénome parathyroïdien, on a détecté cette microlésion thyroïdienne maligne, c'était un carcinome papillaire avec effraction de la capsule. Donc, il faut toujours compléter l'examen des loges parathyroïdiennes par l'examen de la thyroïde à la recherche de lésions cancéreuses. Il s'agissait d'une grossesse évolutive à 16 semaines et on a pu gérer l'hypercalcémie pour cette patiente et elle a été opérée au deuxième trimestre de la grossesse et tout simplement, ça s'est bien passé. On avait confirmé le diagnostic anapath de l'adénome parathyroïdien. En fait, le rapport était franchement élevé à 7, supérieur à 2. C'était des PTH in-situ franchement positifs. Pour la deuxième situation, on doit vraiment se baser sur la PTH in-situ. C'est les situations où la scintigraphie maybe elle est négative ou équivoque. Dans notre pratique, en fait, on a trouvé que pratiquement 47% des MIBI sont négatifs dans notre série, mais c'est un chiffre qui se rapproche de la littérature. La MIBI, elle est pratiquement négative dans presque la moitié des cas. Il faut c'est-à-dire garder ce chiffre à l'esprit. La MIBI, elle peut être négative et sa négativité, elle n'infirme pas l'hyperparathyroïdie. Dans le diagnostic est purement biologique, on est parti sur une hyperpara, même si la MIBI est négative, on reste sur une hyperpara thyroïdie primaire avec jusque-là un bilan topographique négatif. Et pour cela, on propose de doser la PTH in-situ devant toute suspicion à l'échographie d'un adénome parathyroïdien. Comme le montre ce cas clinique, scintille négatif, c'était vraiment un petit adénome sous-thyroïdien, sous-polaire, inférieur, PTH in-situ franchement élevé à 5800. On regarde un taux plasmatique à 500, ce qui donne un rapport au-delà de 11, un rapport à l'épidémie de PTH in-situ. Parfois, on est appelé c'est-à-dire à évoquer la situation de l'adénome parathyroïdien intrathyroïdien. Ça reste rare, mais ça existe. On a pratiquement 4% dans notre série, 4% d'adénome parathyroïdien intrathyroïdien. Ce cas clinique illustre bien le cas d'un adénome parathyroïdien intrathyroïdien qui reste une réalité. Dans ce cas, ce patient qui a vraiment perdu l'espoir après plusieurs scintigraphies, même un SPECT maybe, un SPECT-CT maybe, on lui trouve l'adénome par miracle car l'aspect était typiquement thyroïdien, c'était un nodule ETRS3 mixte iso-anicogène. C'était vraiment un nodule de sémiologie bénigne intrathyroïdien sans équivoque. Il a bénéficié d'une cytoponction qui revient en faveur de PTSDA2. Donc, c'était juste une intuition. Il ne restait pas de solution. Il faut se rappeler que la cytologie reste peu contributive en matière de parathyroïde.
Et à ce moment-là, on a pensé à doser la PTH-incity, comme vous voyez là, la PTH-incity à 4 chiffres, ce qui a donné un rapport à 33, franchement élevé. Et on avait confirmé ça à la fin par une étude anatomopathologique qu'on a procédé à une lobectomie. Et l'anapath a confirmé l'adénome parathyroïdien intrathyroïdien. C'était grâce à la PTH incitée à la fonction écho-guidée. La cytologie est assez peu contributive en matière d'adénome parathyroïdien. Et parfois, l'adénome parathyroïdien se trouve classé parfois dans des catégories 5 Bethesda, c'est-à-dire on évoque même des carcinomes papillaires de la thyroïde, comme le montre ce cas, d'un adénome intrathyroïdien fixant le MIBI, c'était une fausse fixation de la scintigraphie. Dans un contexte d'hyperparathyroïdie, qui a été révélé par une hypercalcémie maligne, et la cytologie était fausse, la MIBI aussi, elle a conforté, donc c'était 2 examens avec un faux positif, un faux positif, oui, pardon, une fausse fixation, c'était un adénome intrathyroïdien fixe en MIBI. Oui, ça fixé, en fait, ça fixé, mais on sait que les nodules thyroïdiens, quand ils sont malins, ça peut fixer la MIBI. On disait toujours qu'une fixation de la scintigraphie d'un nodule thyroïdien le rend suspect. C'est pour cela, devant la cytologie maligne, bêtise d'A5, ne pensez pas que c'est vraiment l'adénome parathyroïdien devant la fixation scintigraphique. On n'avait pas de solution pour faire le point et c'était grâce à la PTH incity qui revenait très élevé à 3500 qu'on a pu, c'est-à-dire retenir le diagnostic formellement d'un adénome parathyroïdien. Je précise qu'il n'y a pas vraiment de signe échographique de suspicion de malignité de l'adénome parathyroïdien, même si on voit de calcification, même si on voit de kystisation, voire même des nécroses parfois. Il n'y a pas vraiment des signes francs de malignité du cancer parathyroïdien. On était un peu étonné par le fait que cet adénome millimétrique n'a pas été vu auparavant par plusieurs échographies lors de l'enquête étiologique d'une hyperpara hypercalcémique, car il était confondu avec le muscle non vertébral. Ça, c'est le muscle non vertébral et ça, c'est l'adénome parathyroïdien. Même si on passe à la coupe sagittale, vous voyez que le muscle non vertébral il s'allonge bien. Par contre, la formation parathyroïdienne reste ronde sur les 2 coupes et à partir de là, on a évoqué un adénome parathyroïdien et puis ça n'a pas fixé la scintigraphie et grâce à la PTH incity qu'on a pu confirmer la nature parathyroïdienne de cette image avec un rapport à 15. Donc, c'était vraiment PTH incity très élevé, au-delà de 8000 picogrammes. Et puis, comme je vous ai dit, l'adénome, il est là, à l'anapath, à la pièce opératoire. C'était vraiment une copie de l'image échographique. Et ce que vous voyez là en gris, c'est un double microcarcinome thyroïdien qu'on a pu détecter auparavant par l'examen, par l'analyse échographique. Je vous ai dit que on doit toujours compléter l'examen d'éloge par un examen thyroïdien complet, voire même une cartographie ganglionnaire. Donc, pour une autre fois, la cytologie était non contributive. Enfin, on a évoqué un bêtise d'A4 sur un adénome parathyroïdien. Donc, il faut bien retenir que la cytologie n'a pas de place en matière de diagnostic d'adénome parathyroïdien. Et c'est pour cela qu'on a décidé de faire une cytoponction écho-guidée avec seulement un dosage de la PTH incity. Là, vous voyez que ça n'avait pas fixé à la scintigraphie.
Alors, pour certaines situations, vous allez lire dans les conclusions de la scintigraphie que l'amibie, elle est équivoque, donc elle ne tranche pas, avec pour ce cas clinique, un faux positif MIBI d'un côté et un faux négatif d'un autre côté. Donc, c'était vraiment un faux résultat de la scinti, mais on était obligé d'aller à la ponction, à la PTH-INCT pour affirmer le diagnostic d'adénome parathyroïdien rétropolaire supérieur. C'était une PICAT qui n'avait pas fixé à la MIBI. Et du côté droit, c'était des nodules thyroïdiens qui avaient fixé à la MIBI, mais c'était vraiment des nodules thyroïdiens. On était obligé d'aller faire aussi des PTH in-situ avec des TJ in-situ. Vous voyez que la TJ, elle est au plafond, mais c'est surtout la PTH indétectable, enfin à 4, elle est négative, avec un rapport à 0, qui infirme la fixation, le diagnostic échographique, le diagnostic scintigraphique, la fausse fixation en fait à la MIBI. Donc, dans certaines situations, c'est vraiment difficile de se baser sur le résultat de la scintigraphie. Et quand vous voyez c'est équivoque, il faut bien penser à faire un dosage de PTH in-situ pour faire le point. Beaucoup de cas cliniques, en fait, mais on avait choisi quelques cas. Pour cette patiente où c'était un cas d'hyperparathyroïdie confirmé avec une scintigraphie négative. Mais l'examen initial, on n'a pas pu détecter l'adénome parathyroïdien dans sa position utopique. C'était un adénome ectopique à quelques centimètres de distance par rapport au pôle inférieur. C'était à 3 centimètres de distance entre l'adénome et entre le pôle thyroïdien inférieur. Mais malgré cette distance, on a pu poser le diagnostic formellement en dosant la PTH in situ. Après ponction éco-guidée de cette formation qui mesurait moins de 1 cm, c'était à 9 mm. À la chasse de l'adénome parathyroïdien causant une hyperparathyroïdie avec une altération de DMO, c'était une DMO pathologique, donc c'était vraiment une indication opératoire pour cette patiente de 45 ans. C'était en fait un cas d'adénome parathyroïdien ectopique, c'était une P3, P3 de 15 mm de siège ectopique plongeant à 4 cm cette fois-ci du pôle de la thyroïde. Et la PTH washout était à 1300, donnant un rapport à 8 à 4, pardon. Et ce qui a permis, en fait, ce qui a permis la chirurgie sélective de cet adénome parathyroïdien et éviter la chirurgie exploratrice invasive et qui serait stérile chez cette patiente. Pour ce cas clinique encore, c'est un cas où l'hyperpara a retenti sur le plan osseux. La scintigraphie MIBI couplée aux spectricités ne retrouvait pas l'adénome en cause et c'est l'échographie couplée au dosage PTH in-situ qui a permis le diagnostic. C'était un petit adénome rétropolaire inférieur gauche avec un rapport franchement élevé. Donc, il faut se méfier. Les petits adénomes qui miment des ganglions récurrentiels à ce siège-là, il faut bien penser à des adénomes parathyroïdiens, même si la scintigraphie ne fixe pas. Pour les hyperpararécurrentes aussi, après chirurgie, on a des cas où on a pu détecter les petits adénomes. C'était vraiment la P3, le siège P3 qui était plus fréquent. Avec tous les ganglions qui existaient à côté, grâce au Doppler, on a pu c'est-à-dire sélectionner l'image qui évoquait plus l'adénome parathyroïdien, c'est grâce à la PTH in situ qu'on a pu retenir formellement le diagnostic. Alors, ce qui pose problème avec l'adénome parathyroïdien sur le plan échographique, c'est bien le muscle long vertébral. L'adénome parathyroïdien, parfois, il va siéger entre les deux, entre le muscle long vertébral et la thyroïde. Mais dans la majorité des cas, on va, c'est-à-dire prendre à défaut
cet adénome comme étant un muscle non vertébral, il faut bien individualiser l'image en passant à la coupe sagittale et allumer le Doppler à une PRF basse afin de détecter la microvascularisation et procéder à une PTH in situ comme le montre ce cas clinique pour poser bien le diagnostic de P4 qui est rétrothyroïdienne souvent supérieure. Alors ça, c'est vraiment un cas atypique d'une P4 qui a mimé un muscle long vertébral et qui a échappé à plusieurs explorations, plusieurs échographies pendant plusieurs années. Vous voyez qu'il s'agit bien d'un adénome parathyroïdien, ça c'est la pièce opératoire, qui correspond parfaitement à l'image échographique. Et à ce niveau-là, cette image-là, qui a mimé un muscle long vertébral, c'était bien un adénome parathyroïdien oblong, bien aplati, qui est enchâssé entre la thyroïde et le muscle long vertébral que vous voyez là, très fin, chez un sujet assez âgé de 80 ans. Le rapport était franchement élevé, PTH à 3900, donc il n'y avait pas de doute. Et on a procédé à une chirurgie sélective, et comme vous voyez là, la pièce opératoire. Donc, pour résumer, ce qui pose problème pour les P3, non seulement c'est le ganglion récurrentiel quand il s'agit d'un petit adénome, mais aussi c'est le muscle long vertébral. Donc, il faut bien faire les choses en passant par les deux coupes, le Doppler, et puis ne pas hésiter à faire une ponction avec dosage PTH in situ si vous voyez bien que ça se détache, c'est quelque chose qui ne fait pas partie du muscle. Là, c'est un cas qui vous montre un cas d'adénome parathyroïdien kystique qui ne génère habituellement pas d'hyperparathyroïdie, mais ce n'était pas le cas pour cette fille qui a été faussement rassurée par une cytoponction colloïde d'un soi-disant un nodule mixte majoritairement kystique, 3 tirax, mais son siège m'a inquiété malgré son aspect non habituel pour un adénome à PTH. J'ai tout simplement demandé un bilan sanguin avant de procéder à la PTH in situ, et là, le bilan plasmatique avait bien montré une hyperparathyroïdie primaire, hypercalcémique. À ce moment-là, j'ai décidé de faire une PTH in situ. Et la PTH in situ est revenue à 130 000. En fait, c'était le chiffre le plus élevé dans ma série. Et c'était bien un adénome parathyroïdien. C'est vrai que j'ai complété encore par un examen scintigraphique, là où la partie solide hypervasculaire a bien fixé à la Alors, en fait, c'est vrai qu'on a beaucoup de cas cliniques, mais on va parler plutôt des cas cliniques atypiques. Vous voyez là que le nodule il est bien intrathyroïdien, lobaire gauche avec un aspect presque spongiforme, c'est un nodule iso-anicogène avec multiples micrologettes kystiques, qu'on va le classer même un TIRADS 2. Mais dans un contexte d'hyperparathyroïdie et devant l'imagerie négative à plusieurs reprises, ça nous a le choix. On avait décidé de ponctionner cette formation intrathyroïdienne et c'était une surprise pour nous. La PTH in situ à 2500 et ceci a été confirmé par l'ANAPA. Le rapport était positif. C'est vrai que ça fixait initialement en Namibie, mais comme vous savez, les modules froids peuvent fixer la scintigraphie. Mais quand il s'agit d'une fixation intrathyroïdienne et devant la rareté des adénomes parathyroïdiens, là, il faut bien aller plus loin, il faut aller plus, il faut aller à la ponction afin de confirmer la nature parathyroïdienne de cette image typiquement intrathyroïdienne. Pour les hyperparas récurrentes, après chirurgie, il y en a beaucoup. Son bilan de localisation précis, on ne peut pas convaincre le chirurgien. Le chirurgien veut que la reprise soit faite sur un bilan certain. Et pour cela, il faut aller
procéder à des dosages de PTH in situ dans les images qu'on évoque sur le plan échographique. On a beaucoup de cas avec des cas confirmés à l'anapath. Là où on a vraiment posé avec certitude le diagnostic d'adénome parathyroïdien avant d'aller à la reprise chirurgicale pour les hyperparas récurrents. Une autre situation, c'est la situation des malades thyroïdectomisés. Chez cette malade qui est suivie pour un carcinome papillaire de la thyroïde, on va dire qu'il était en rémission, mais il y avait une image de loge qui posait problème. Et devant le contexte, vous savez qu'on doit évoquer une récidive de loge quand il s'agit d'une image hypervasculaire, comme le montre ce cas clinique. Mais une image hypoïcogène hypervasculaire, ce n'est pas seulement la récidive du cancer de la thyroïde, mais aussi l'adénome parathyroïdien. C'est vrai que c'était une hyperpara normocalcémique, mais pour faire le point, on avait décidé de ponctionner, doser non seulement la TG in situ, mais coupler le dosage à la PTH in situ. C'était un adénome parathyroïdien, c'était vraiment une surprise parce qu'elle a une hyperpara normocalcémique, même si elle est normocalcémique, la PTH plasmatique était déjà élevée. Donc, tant mieux pour elle, ce n'était pas une récidive du papillaire, mais plutôt d'un adénome parathyroïdien qui reste bénin. La cytologie, elle peut être trompeuse. On a vu quelques cas de nodules suspects à la cyto, avec plus précisément un carcinome papillaire de la thyroïde à la cytologie. Mais vu la situation de l'image, la situation anatomique du nodule, comme vous voyez là, c'est des images qui refoulent un peu la thyroïde sur la coupe transversale. C'est des images c'est des formations qui sont enchâssées dans le lobe pédien. Comme vous voyez là, c'est une picate rétropolaire supérieure avec un dosage de PTH in situ très élevé, à 11 000, avec un rapport à 78. On avait infirmé le diagnostic de papillaire, on a retenu le diagnostic d'adénome parathyroïdien, chirurgie sélective et anapath avait confirmé. Et donc, on avait pratiquement transféré le malade de l'unité thyroïde vers l'unité parathyroïde. Donc, il y a quand même quelques situations qui restent rares, situations anatomiques inhabituelles de la P3 que vous voyez là. Je m'excuse pour la mauvaise qualité d'image. C'est une image qui date quand même de quelques années. Il s'agissait d'une P3 assez antérieure, vraiment qui vient à côté de la carotide. C'est rare où on trouve des adénomes qui sont vraiment en antérieur de la thyroïde. Parfois, dans le d'hyperparatertiaire, les néphrologues demandent des scintigraphies parathyroïdiennes à la recherche d'une autonomisation et on peut tomber sur des fixations intrathyroïdiennes. Cette fois-ci, c'était l'inverse. C'était plutôt une fausse fixation intrathyroïdienne pour un nodule froid avec des PTH in situ négatifs. Donc, il n'y avait pas une autonomisation de l'hyperparatertiaire pour ce malade dialysé, mais plutôt un nodule thyroïdien, cytologie bénigne avec PTH in situ négatif. Donc, on avait infirmé le diagnostic d'adénome parathyroïdien retenu à la scintigraphie. L'idiome irritant, oui, ça existe. Enfin, on peut poser le diagnostic devant la taille, parce que tout simplement, devant les incidentalomes à petite taille, en principe, en l'absence d'hyperpara, on ne pousse pas l'exploration plus loin, ni scintigraphie, ni ponction. Mais quand il s'agit de 3-4 cm, on peut faire le diagnostic, c'est-à-dire on peut aller plus loin et poser le diagnostic cytologique et pourquoi pas doser en même temps la PTH in situ pour c'est-à-dire infirmer ou affirmer le diagnostic d'adénome parathyroïdien non sécrétant vu la situation anatomique. Comment expliquer les faux négatifs de la PTH in situ? En fait, on a deux cas pratiquement de faux négatifs. On avait expliqué le premier cas par la nécrose qui était un peu antérieure. Donc, on est allé plus loin, on a refait la ponction sur la partie hypervasculaire au Doppler, la partie vivante, la partie solide, et on a, c'est-à-dire redosé la PTH in situ sur le deuxième passage.
qui avait confirmé l'adénome parathyroïdien, alors que le premier dosage était négatif, qui a été fait sur la partie nécrosée. Pour la deuxième explication des faux négatifs, je peux vous dire que sur cette petite vidéo, vous voyez que j'arrivais plus c'est-à-dire à rentrer à l'intérieur de l'adénome parathyroïdien, même si vous voyez qu'elle est bien dans, elle est au sein de l'adénome parathyroïdien, mais croyez-moi que j'ai pas senti le franchissement de la capsule parathyroïdienne. C'était une capsule élastique. Je n'ai pas pu accéder à l'intérieur et c'était un PTH in situ négatif. J'ai refait une semaine plus tard le même geste en utilisant une autre aiguille, toujours la 27G, mais j'ai changé juste le modèle et là j'ai pu rentrer dedans et doser la PTH in situ et confirmer la nature de l'adénome parathyroïdien qui était une P3 sous la thyroïde qui était juste à côté de la carotide. Quelles sont les complications de la PTH in situ? Comme toute ponction, oui, on doit penser à l'hémorragie, mais beaucoup plus la ponction parathyroïdienne parce qu'il s'agit d'un organe très fragile. Pour ce cas, pratiquement, c'était l'adénome kystique, enfin, c'était mixte, mais majoritairement kystique. Le volume est passé de 6 à 20, on va dire qu'il a triplé, voire quadrillé, il est passé de 6 à 20 cc. C'était une hématocèle, donc c'était une hémorragie post-ponction d'un adénome parathyroïdien confirmé par la PTH in situ. L'hémorragie restera. Dans la littérature, elle est de 1,6%. Dans ma série, j'ai induit un seul cas d'hémorragie sur pratiquement 150 adénomes parathyroïdiens ponctionnés. Le deuxième cas que je vous montre ici, c'est un cas d'un adénome parathyroïdien intrathyroïdien. C'est une piquette bien enchâssée dans le pôle supérieur de la thyroïde, elle était postérieure. Vous voyez que le volume il a doublé après ponction. La PTH in situ est revenue à 1700, confirmant la nature parathyroïdienne. Et puis, par miracle, après une année d'évolution pratiquement, voire peut-être, oui, 2019 à 2021, après le Covid, la patiente n'a pas bénéficié de chirurgie. En attendant, son bilan s'est normalisé spontanément et c'était expliqué par cette ponction, par la nécrose induite par la ponction qui a été faite dans un but diagnostique de PTH in situ. La PTH est normalisée, la calcémie elle est passée de 60 à 87. Et donc, c'était le deuxième cas d'hémorragie, mais pour ce cas, c'était en fait une rémission spontanée plutôt qu'une complication. La fibrose induite par la ponction, décrite dans la littérature, qui pose des difficultés d'exérèse chirurgicale. En fait, il nous a été signalé un seul cas de difficulté d'exérèse chirurgicale d'un petit adénome de 10 mm parathyroïdien de la P3 gauche, mais il a bénéficié quand même de l'ablation chirurgicale. Donc, ce n'est pas quelque chose d'assez fréquent, mais je pense que c'est opérateur dépendant et c'est surtout la qualité de l'aiguille qu'on utilise, notamment le calibre de l'aiguille qu'on utilise pour la ponction qui peut être responsable. Dans cette plaque, je vous montre quelques séries. Enfin, c'est des grandes séries de la Mayo Clinic, beaucoup plus surtout de Bicêtre, France, là où vous voyez que 140 lésions parathyroïdiennes étaient ponctionnées avec des sensibilités à 87. Il y avait quand même des cas où c'est positif avec des spécificités à 100%. Quand c'est positif, c'est un adénome parathyroïdien donnant une valeur prédictive à 100%. Donc, il n'y a pas de faux positif pour la PTH in situ. C'est vrai que faux négatif, oui, il y a des cas où c'est négatif, comme je vous ai expliqué par quelques cas, par la nécrose ou bien la qualité de la ponction, la qualité de la capsule parathyroïdienne,
Et puis, dans cette série, ils expliquent les faux négatifs par les petits adénomes millimétriques de 4 à 5 millimètres qu'ils n'arrivaient pas à fonctionner correctement. Cette série de la Pologne, série récente aussi de 2022, comme celle de Bicêtre, 133 lésions parathyroïdiennes fonctionnaient. Vous voyez que la MIB était positif dans la moitié des cas, c'était 52%. Donc, c'est pour cela les équipes pensent que la PTH-INCT va devenir un examen primordial, assez indispensable pour retenir formellement le diagnostic d'adénome parathyroïdien, vu ce chiffre-là de valeur prédictive qui est de 100% pour les deux séries, la série française et la série polonaise. Pour notre cas, notre chiffre s'élève récemment à 140 patients. Il s'agissait de 141 lésions parathyroïdiennes ponctionnées. En fait, chez un patient, il y avait deux adénomes parathyroïdiens et on était obligé de ponctionner les deux, de part et d'autre. La sensibilité du geste était de 98,3%. On avait deux cas seulement de faux négatifs que je vous ai montré, le cas de nécrose et le cas de la capsule rénitente, la capsule parathyroïdienne. Spécificité à 100%, parce qu'on avait fait des tests déjà sur des malades qui ne présentaient pas des adénomes parathyroïdiens. Et la PTH-INCT était toujours négatif, que ce soit pour des nodules thyroïdiens, des carcinomes ou des ganglions. On avait essayé sur plusieurs malades afin de calculer la VPP, la valeur prédictive, qui était aussi de 100% pour notre cas. On commence à élaborer un algorithme qui se rapproche de celui de l'équipe de Bicêtre. En fait, dans notre pratique, le chiffre enfin, a été réactualisé. On est passé à 141 lésions récemment. Pour notre conduite, il faut commencer par une échographie faite de préférence par un expert, un spécialiste dans la parathyroïde. Une fois on voit une image, on peut aller d'emblée à la PTH-INCT afin de confirmer l'image décrite à l'échographie comme étant un adénome parathyroïdien. Et puis, on est passé déjà d'emblée à la chirurgie sans passer par la scintigraphie MIB. Alors, oui, on peut faire la PTH-INCT si on veut compléter encore par la scintigraphie MIB, ça peut se faire en même temps, c'est-à-dire avant d'aller d'emblée à la chirurgie. Dans le cas où l'échographie elle est équivoque, négative, on peut procéder à la scintigraphie MIB, de préférence couplée au scan, et puis discuter d'autres alternatives si on ne trouve rien, afin de procéder enfin à la chirurgie. Comme perspective, on essaye tout récemment de faire quelque chose de sur le plan chirurgical. Parmi nos perspectives est de schématiser la localisation exacte de l'adénome parathyroïdien qu'on avait confirmé par un dosage de PTH-INCT sur un logiciel 3D avec précision des différentes distances par rapport à la thyroïde, aux structures de voisinage et par rapport au plan cutané, en collaboration avec des ingénieurs fondateurs et consultants médico-techniques algériens et voire même à l'étranger afin de faciliter le geste chirurgical et procéder à des chirurgies purement sélectives de l'adénome parathyroïdien. Pour conclure, je rejoins les deux grandes études, récentes études de 2022, pour dire que la détermination de PTH-INCT est une procédure qui a amélioré la spécificité des lésions détectées par l'échographie. Le geste fait avec précision confirme l'origine parathyroïdienne à 100%. Et puis, la sensibilité pour le diagnostic d'hyperpara est beaucoup plus élevée que celle de la scintigraphie MIB, qui avoisine les 50% et dans certaines situations peut même la remplacer.
complications restent exceptionnelles, c'est des complications bénignes, vraiment rares. Et nous pouvons décrire cette méthode comme une procédure très attrayante, sûre et bien tolérée. J'espère que c'était clair. J'étais obligé de résumer la question vu le temps. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, professeur, pour cette présentation. La richesse de la présentation a fait que l'on n'a pas senti le temps passer. Donc, merci pour vos nombreuses questions. Nous les prendrons en off. J'espère, professeur, que vous serez disponible pour les prendre en off et vous répondre. Et vous recevrez aussi dans les prochains jours un replay, le lien pour le replay. Donc, vous pourrez revoir la présentation et ou voir la partager. Encore une fois, merci beaucoup de vous être connectés, merci de votre présence et merci infiniment à vous, professeur Boudiaf, et je vous laisse le mot de la fin pour conclure. Avec plaisir. Alors, je vous dis à très bientôt. Merci encore une fois, professeur. Et oui, vous voulez toucher un mot, professeur? Allez-y. Donc, on ne va pas procéder aux questions. On le fera en off, comme on a un peu dépassé le temps. Donc, on prendra séparément. D'accord, je reste à la disposition des internautes. Je reste disponible pour les questions, toujours ouvert aux questions. J'espère que c'était clair. Voilà, je peux vous dire oui, je vous laisse. Merci beaucoup, professeur. Donc, je tâcherai de transmettre et merci encore, vous êtes nombreux à poser vos questions. Donc, je coordonnerai entre vous, professeur, et l'audience pour apporter les réponses qu'il faut. Très Merci bien. infiniment et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.